Les djihadistes continuent de semer la terreur au Nigeria. Le convoi d'un gouverneur régional a été attaqué, faisant un blessé. 30 personnes avaient été tuées une semaine plus tôt par ces assaillants. En Algérie, les avocats jettent leur robe et cependant une semaine, ils organisent une grève pour réclamer une justice indépendante et le respect des droits de l'homme. Les précisions dans ce journal. Et puis, en RDC, la province de l'Ituri est déchirée depuis 2017 par des violences communautaires. Les autorités de Kinshasa veulent calmer les tensions et ont envoyé sur le terrain des émissaires. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Des rebelles djihadistes liés au groupe État islamique dans le nord-est du Nigeria ont attaqué il y a quelques jours le convoi d'un gouverneur régional, faisant donc un blessé. Cette attaque intervient 2 jours après qu'ils ont donc tué 30 membres de son escorte, a-t-on donc appris ce lundi auprès d'un responsable des services de sécurité. L'État de Borno, cible récente d'attaques meurtrières, toujours inconsolable. Le dernier bilan de l'embuscade tendue par des djihadistes contre le convoi transportant le gouverneur du dit État révèle désormais le chiffre d'une 30aine de personnes abattues. Un précédent bilan établi aux premières heures de l'attaque faisait état de 15 morts. Ce bilan a doublé selon 2 sources sécuritaires qui ont précisé que 12 policiers, 5 soldats, 9 civils et 4 membres d'une milice soutenue par le gouvernement font partie des victimes. 13 personnes auraient par ailleurs été blessées au cours de l'attaque. Les assaillants, toujours activement recherchés, auraient dans leur fuite emporté un véhicule blindé de transport de troupes, un camion avec des armes à feu et 6 véhicules utilitaires. Le gouverneur de l'État de Borno, sorti sain et sauf de l'attaque, effectuait un déplacement à Bagar dans le cadre de la préparation du retour de milliers d'habitants chassés de la ville par les djihadistes en 2014. Les routes qui traversent l'État de Borno sont d'ordinaire qualifiées de dangereuses en raison de la présence de combattants djihadistes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, et de leurs rivaux de Boko Haram qui dressent des barrages sur les routes, tuent ou enlèvent les voyageurs. Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a souhaité que la présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire soit pacifique et inclusive. Mohamed Ibn Chambas a terminé ce dimanche une mission d'1 semaine dans le pays. Mohamed Ibn Chambas a réitéré son appel à tous les acteurs politiques pour qu'ils poursuivent leur engagement pour l'organisation d'une élection pacifique et inclusive dans le respect des droits de l'homme, selon le texte du communiqué diffusé à la fin de sa mission. À cet égard, il note la libération provisoire de détenus le 23 septembre, un geste bienvenu et espère que d'autres mesures d'apaisement seront prises alors que le processus électoral se poursuit. Poursuit le texte, évoquant la libération d'une dizaine de partisans de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. Le Conseil constitutionnel a rejeté le 14 septembre la candidature de Soro, de l'ancien président Laurent Gbagbo et de 38 autres candidats, mais a validé celle du président Alassane Ouattara à un 3e mandat controversé. Le représentant spécial appelle tous les acteurs politiques ivoiriens à rejeter l'usage des discours de haine, la violence et toute forme de sectarisme et à s'engager pour un processus électoral apaisé et un scrutin présidentiel pacifique. Selon le texte, Mohamed Ibn Chambas insiste sur l'importance d'agir en synergie et en concertation pour surmonter les différends, préserver l'unité et la paix indispensables à la prospérité de la Côte d'Ivoire, conclut le texte. Pendant son séjour, Ibn Chambas a notamment rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara, des membres du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante CEI, les candidats à la présidentielle et des organisations de la société civile. Les enseignants du Zimbabwe ont abandonné les élèves. Ils sont donc en grève à la rentrée du nouveau trimestre qui vise donc à préparer les étudiants aux examens nationaux. Les enseignants réclament de meilleures conditions de travail et des équipements de protection face au coronavirus. Des apprenants laissés à eux-mêmes, des salles de classe désertes, des centaines d'enseignants au Zimbabwe sont restés chez eux ce lundi, jour de la reprise des cours après 6 mois de confinement imposé par l'épidémie de Covid-19, laissant en plan de nombreux élèves, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ils réclament des salaires revalorisés dans un pays à l'économie sinistrée où l'inflation
dépasse les 700%. Avec un salaire équivalent à $40 par mois, ils ne peuvent même pas se payer le transport pour aller travailler, a souligné leur syndicat. Au lycée Warren Park, dans une banlieue ouvrière à l'ouest de Harare, des dizaines d'élèves traînaient dans l'entrée ce lundi matin, attendant en vain l'arrivée de leur professeur. Idem à l'école primaire d'Avondale, une banlieue privilégiée où les petits jouaient dans la cour. Les écoles publiques rouvraient ce lundi en vue des examens de fin d'année. Mais la plupart des enseignants ne sont pas venus, a affirmé Raymond Majongwe, secrétaire général d'un des plus importants syndicats du pays, l'Union progressiste des enseignants du Zimbabwe. Les professeurs luttent pour survivre, pas seulement pour se rendre sur leur lieu de travail, et beaucoup ne peuvent pas eux-mêmes envoyer leurs enfants à l'école, a-t-il précisé. Ils sont passés d'un salaire mensuel de près de 500 € par mois il y a 2 ans à moins de 35 € mensuels aujourd'hui en raison d'une inflation délirante, selon Raymond Majongwe. C'est insultant, les enseignants ont perdu leur rang dans la société. C'est une malédiction d'être professeur, a-t-il ajouté. Et puis, situation identique en Algérie où des dizaines d'avocats ont décidé de se mettre en grève pendant une semaine pour réclamer une justice indépendante et le respect des droits de l'homme et de la défense. Mais avant, ils ont donc organisé un sit-in à la cour d'Alger. Ces avocats ont également décidé d'observer une grève d'une semaine de leurs activités. On voit tout cela dans cet élément. Les avocats algériens rassemblés devant la cour d'Alger ce dimanche entendent réclamer une justice indépendante et le respect des droits de la défense pendant que la justice se penche depuis un moment sur les procès des militants du Irak. Les manifestants ont entonné l'hymne national et brandi le drapeau algérien en reprenant certains slogans du Irak, le mouvement de protestation anti-régime. L'indignation des protestataires se justifie par un récent incident au cours duquel le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Alger a été, selon eux, humilié par un juge de la cour d'Alger. Lors du procès en appel de l'homme d'affaires Mourad Oulmi, accusé de blanchiment d'argent, le bâtonnier Abdelmajid Selini a fait un malaise jeudi soir à la suite d'une altercation en plein tribunal après que le juge eut refusé de reporter des plaidoiries et de lever la séance comme le réclamait la défense selon des avocats et le syndicat de la magistrature. On croyait que le régime algérien allait changer avec le départ de Bouteflika, mais Bouteflika est parti et certaines des figures de l'ancien régime sont restées. Le régime poursuit les mêmes pratiques, des pratiques d'exclusion ainsi que la violation et l'interdiction des libertés. L'avocat est en première ligne dans cette situation que nous vivons vis-à-vis du mouvement populaire et des revendications du peuple algérien pour son droit à la souveraineté. C'est ce qui nous a poussé à venir ici aujourd'hui. Nous sommes venus en force pour cette raison spécifique, pour que cette décision ne se reproduise pas et pour l'obtention de l'indépendance de la justice et notamment des procès justes. Entre les innombrables procès des militants du Irak et des anciens oligarques corrompus proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, les avocats algériens surmenés sont soumis à un rythme de travail incessant et des pressions politiques. En RDC, depuis fin 2017, la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays, est le théâtre de violences communautaires pour restaurer la paix. D'ex-chefs de guerre envoyés par les autorités de Kinshasa tentent de calmer le jeu et notamment de désarmer les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, une scène politico-militaire accusée donc par les Nations Unies de massacre de centaines de civils. Depuis fin 2017, une milice Landu, la Codeco, est accusée par les Nations Unies du massacre de centaines de civils, principalement des Hema, la communauté rivale. Les déplacés se comptent par dizaines de milliers, comme ici, au milieu d'une paroisse détruite lors d'un précédent conflit. Personne ne peut vouloir rester dans une telle situation pareille. Les gens ont tendance à retourner, en tout cas dans leur village respectif, mais ils pleurent, leur souci c'est la sécurité d'abord. La sécurité, que le calme reprenne. Pour restaurer la paix, les autorités de Kinshasa ont envoyé d'ex-chefs de guerre pour parler aux miliciens Codeco.
Ces derniers les reçoivent en paradant avec leurs armes et leurs fétiches. Dans la délégation officielle, Germain Katanga, lui-même condamné pour crime de guerre en 2014 par la Cour pénale internationale, se veut optimiste. On est ici pour une seule raison. La raison est que le chef de l'État nous a envoyés ici pour chercher à pacifier. Ils sont d'accord d'abord avec l'appel des chefs de l'État. Vous verrez que la discussion, bien que c'était longue, mais à la fin des comptes, on s'est mis d'accord. Depuis l'arrivée des émissaires mandatés par le président Tshisekedi, les violences ont sensiblement baissé. Mais les braises du conflit sont toujours là. Un conflit qui a fait plus d'1 millier de morts et des milliers de déplacés. Entre 1999 et 2003, les affrontements avaient fait des dizaines de milliers de victimes. Il avait fallu l'intervention d'une force européenne pour y mettre fin. L'ancien ministre malien des Affaires étrangères Moktar Ouane, âgé de 64 ans, a pris ses fonctions en tant que Premier ministre de transition au Mali. La formation de son gouvernement sera donc annoncée ce mardi, a affirmé un officier de la justice au pouvoir sous le couvert de l'anonymat. Au Togo, Faure Essozimna Yassingbe vient de procéder au remplacement du Premier ministre démissionnaire, ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, cumulativement avec ses fonctions de directrice de cabinet du président Faure Yassingbe. Victoire Tomega Dogbe a été donc nommée Premier ministre ce lundi 28 septembre, âgée de 66 ans. Elle avait notamment travaillé avec le PNUD de 1999 à 2008, avant donc de rentrer au Togo à l'appel de Gilbert Fossou-Humbo, alors Premier ministre. Par la suite, Faure Essozimna Yassingbe lui confiera la direction de son cabinet. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.